quand on entreprend, on peut vraiment changer le monde, quoi. Ça te met un shoot d'adrénaline en permanence. T'as pas l'impression de vivre à 100%, t'as l'impression de vivre à 500%. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. À mes côtés aujourd'hui, je reçois Stéphanie Delest qui est CEO et fondatrice de Kappa. Salut Stéphanie, comment tu vas ? Salut, je vais super bien. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de t'avoir avec nous. C'est un petit peu l'inverse. Maintenant, on sait que tu prépares et que tu travailles sur qui veut être mon associé. C'est moi qui vais te poser des questions aujourd'hui. Je vais peut-être pas être aussi dur dans le jugement. À l'inverse, je vais être évidemment dans la bienveillance et essayer de comprendre un peu ce que tu fais, d'où tu viens et que tu nous racontes un peu ton parcours. Je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter Kappa, concrètement nous dire ce que c'est ? On reviendra dessus avec beaucoup plus de détails, mais nous expliquer voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Kappa, comment ça a évolué, et surtout, peut-être l'idée de base initiale. D'accord. Alors moi, j'ai fondé Kappa en 2011, et l'idée de base à l'époque, c'était d'utiliser les nouvelles technologies pour apporter un service de chasseur de tête aux personnes non cadres. Parce que quand on est cadre et qu'on cherche du boulot, c'est en général beaucoup plus facile que quand on est manutentionnaire, boulanger, etc. On n'a pas forcément les bons outils et donc la recherche d'emploi s'avère beaucoup plus compliquée et stressante. Donc ça, c'était l'idée de départ en 2011. On a eu un gros succès puisque quasiment 5 millions de Français et de Françaises se sont inscrits sur Kappa. Sauf que le marché du job board, c'est un tout petit marché. Et donc, on a pivoté en 2016 et donc on a été les premiers à lancer une plateforme d'intérim 100% digitale, sans agence, qui correspondait parfaitement au métier que recherchaient les personnes, les 5 millions de Français et de Françaises qui étaient inscrits sur la plateforme. Le succès est arrivé très vite. Donc là, tous nos clients avaient besoin des services intérim de Kappa. Donc tout se passait très bien. Et puis arrive le Covid. Et là, Covid, le premier soir où on a su, on a quasiment perdu tous nos clients en un seul coup. Donc moi, je me suis dit, ça y est, la boîte est morte, ça va être très, très compliqué. On se remet dans l'ambiance, mais ultra stressant. On ne savait pas pour combien de temps ça allait durer. Et nous, on a fait un choix tout de suite, c'est de dire, on va pas mettre nos collaborateurs au chômage partiel parce que nos intérimaires, certains, devaient continuer de travailler. En particulier ceux qui travaillaient dans la santé. Bon, on comprend pourquoi. Et puis aussi tous ceux qui travaillaient dans la grande distribution. Et en fait, 2-3 jours après, on est un dimanche. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle est clé dans la vie de Kappa. J'ai le responsable RH recrutement d'une grande enseigne de la grande distribution qui m'appelle pour me dire Stéphanie, voilà, on est un peu en panique, on a besoin de 1000 intérimaires pour demain matin, lundi matin, puisque là il était dimanche 15h. Est-ce que tu peux nous aider ? On travaille déjà avec nos agences d'intérim qu'on connaît depuis des années, mais est-ce que tu peux nous aider ? Et donc là j'ai dit ok. Sauf que nous, contrairement aux autres agences, on est une boîte digitale, donc on avait déjà les ordinateurs portables, le téléphone portable, donc on savait déjà bosser de n'importe où. 2, on avait déjà beaucoup investi dans une technologie de matching qui faisait que quand on diffusait une offre d'emploi sur le site, automatiquement, la machine toute seule nous proposait des CV et informait les intérimaires en leur disant « Écoute, il y a un job qui est disponible pour demain matin ou pour ce soir, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc, en fait, on a diffusé ces offres d'emploi. Donc, c'était vraiment partout en France. Le lendemain matin, dès 5h du matin, j'avais les premiers intérimaires qui m'appelaient en me disant « Stéphanie, je suis à tel endroit, je trouve pas l'entrée du magasin, où est-ce que je dois aller, etc. » Donc, dès 5h du matin, il y avait déjà 500 intérimaires qui se présentaient à leur poste. À 14h, pour le deuxième shift de la journée, il y avait 500 autres intérimaires. Et donc, on a gagné ce marché-là, ce qui fait que, en fait, nous, pendant le Covid, on a travaillé quasiment 20 heures sur 24 tous les jours pour assurer les besoins en intérim de nos clients. On a gagné des nouveaux clients et on a quasiment doublé de chiffre d'affaires pendant le Covid. Et donc, en sortie du Covid, on a continué à travailler. Et puis, un jour, Adecco, le leader mondial de l'intérim, a toqué à notre porte en disant voilà, on cherche à acheter une start-up digitale pour accélérer la digitalisation du groupe Adecco. Ils avaient audité plusieurs sociétés et on a été choisis. Et donc, Adecco a acheté Kappa en septembre 2021. Donc là, bien évidemment, un très très grand moment parce que moi, un de mes rêves quand j'avais monté cette boîte, c'était d'être acheté par le leader mondial.
Et là, le leader mondial nous disait, banco, c'est vous. Donc, avec des opportunités incroyables de développer le chiffre d'affaires, de gagner des nouveaux clients, de faire grandir la société, de diffuser Kappa dans tout le groupe Adecco, voire même à l'international. Donc, très, très belle histoire. Et moi, j'ai quitté Kappa mi-2022 pour aujourd'hui préparer le lancement d'une nouvelle start-up dans l'IA. Que de teaser, du coup. Là, tu vas nous révéler des choses. Tu as dit, en plus, le mot-clé aujourd'hui, IA. Je reviens juste sur le côté, j'ai lancé de base pour à terme être racheté. Est-ce que c'était quelque chose, en tout cas, qui t'a porté? Est-ce que tu savais qu'à terme, c'était la finalité et que tu travaillais en ce sens? Tu avais envie d'avoir une proposition de rachat complète par le géant du marché, ou est-ce que c'est arrivé un peu après en se disant bon, notre produit il est bon, il a une place et il peut aider un gros déjà en place? Parce qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez intégré, il y a un côté un peu plus intrapreneuriat où votre agilité est mise au service du grand groupe. Est-ce que tu l'avais dès le départ, cette idée-là, et comment elle a évolué? Alors en fait, moi j'essaie de réfléchir avec beaucoup de bon sens. Et à partir du moment où on fait une levée de fonds, de toute façon, il y a 3 possibilités de sortir. C'est soit la société est achetée, soit elle part en bourse, soit elle est morte. Parce qu'à un moment, l'histoire, elle ne dure pas 30, 40, 50 ans, sauf de façon très, très rarissime. Et donc, bien évidemment, quand on a créé la société, qu'on a fait tout de suite une levée de fonds, la fin de l'histoire, c'était ça. Et moi, je trouve ça plutôt sain, justement, que les moyens mangent les petits, que les gros mangent les moyens, et que justement les sociétés puissent, en particulier un groupe comme Adecco, acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles équipes, et puis continuer de développer leur business, quoi. Et donc moi dans ma tête c'était vraiment cet objectif-là de dire on va tout faire pour grandir et faire le meilleur produit qui existe au monde. Et si un jour un leader a envie de travailler avec nous, c'est quand même une deuxième partie de l'histoire qui est fantastique. C'est-à-dire que moi, l'histoire Kappa, elle a quand même duré 10 ans. 10 ans, c'est à la fois peut-être pour certains très court. Pour nous, en start-up, c'est en année de chien, c'est très long. Hein. Et donc, le fait de pouvoir écrire un deuxième volume à l'histoire Kappa avec le leader mondial, c'est juste... non seulement une aventure incroyable, mais aussi un signe de reconnaissance du travail accompli, de la qualité des équipes, de tout ce qu'on a investi dans la société. C'est quand même un moment de reconnaissance pour tout le travail accompli qui est super fort, quoi. Pourquoi tu as monté ça et avec ce service-là qui était déjà à l'époque très bien digitalisé? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que je pense qu'il y a une vraie appétence pour la tech, j'imagine, déjà à l'époque, ou en tout cas pour les outils un peu nouveaux. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient Est-ce qu'il y a eu un déclic? D'où vient l'idée originelle? Alors, moi, j'ai vécu en banlieue, dans une cité à Vitry-sur-Seine. Et donc, ce que j'ai toujours ressenti, c'est que d'abord, j'aime pas l'injustice. Et donc, je me suis dit, la meilleure façon de lutter contre toute forme d'injustice, c'est de moi m'investir. Donc, et d'être dans l'action et de proposer des choses. Et si en plus ces choses-là peuvent être très très grandes, tant mieux, parce que ça va servir le plus de monde possible. Donc il y a des personnes qui font ça via de la politique, qui s'engagent en politique. Moi, mon choix, c'est de m'engager dans le business et en étant sur des secteurs où, grâce aux nouvelles technologies, parce qu'effectivement, je suis une addict des nouvelles technologies, parce que je pense que ça peut vraiment changer le monde, et bien, grâce aux nouvelles technologies, comment on peut avoir un énorme impact. Donc, le fait d'avoir créé Kappa et après d'avoir pivoté sur l'intérim, c'était d'apporter un service au plus grand nombre de personnes qui recherchent un emploi. Et d'ailleurs, ce qui était un peu rigolo, c'est que moi, je me souviens, quand j'ai lancé Kappa, ma tagline, c'était un peu de dire « je vais tuer le chômage ». Alors, pas mal l'ont copié depuis. Mais en revanche, quand je vois 10 ans après... Qui a copié? Non. On a été beaucoup copiés. On a été copiés par tous les suiveurs, par tous nos concurrents, puisque nous, on a été les premiers à lancer cette activité dans ce secteur-là. Et donc, effectivement, je me rends compte que 10 ans après, aujourd'hui, il y a des secteurs où c'est le plein emploi, c'est compliqué de recruter. Donc, je me dis, finalement, un peu de job accompli. Hein, je me mets un peu mes galons. Voilà, mais Kappa, ça sert à ça. Kappa, ça sert à avoir de façon ultra simple son appli dans sa poche, de recevoir des alertes de job, de pouvoir y postuler et de pouvoir commencer à bosser dans 2 heures, dans 3 heures, comme je le veux.
Et ça, c'est D'accord. cool. Et donc, dans tous les secteurs, dans toute la France. Donc il y avait peut-être pas le déclic, mais il y avait l'envie en tout cas d'apporter une aide, un soutien, de répondre à une problématique de société. En fait, quand on lance une boîte, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et qu'à partir de ce moment-là, déjà, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Donc, il faut vraiment avoir la niaque de se lever tous les matins. Et si on est sur un sujet qui ne nous passionne pas, si on est sur un sujet qui n'a pas de sens pour soi personnellement, hein, chacun trouve son sens où il veut, c'est très compliqué. Et alors, c'est d'autant plus compliqué, deuxième point, que quand on monte une boîte, il y a des très très hauts et des très très bas. Moi, par exemple... un des super souvenirs que j'ai chez Capa, c'est que j'ai gagné un très gros partenariat commercial, un très gros deal commercial. C'était plus de 15 millions de chiffre d'affaires sur l'année, donc c'est beaucoup d'argent. J'étais euphorique, quoi. C'était vraiment, j'y avais mis mes tripes, j'y avais mis tout mon sens aigu de la négo. Ça avait été un deal difficile, mais justement parce que c'était difficile. En tout cas, pour moi, c'était excitant. J'ai gagné comme un sportif de haut niveau, quoi, qui va gagner la Coupe du Monde. Et donc, c'est un kiff incroyable. Mais pour bien connaître ces expériences-là, j'ai aussi connu des expériences où 2 heures après, je pouvais perdre un très gros client ou avoir un très gros problème avec un intérimaire qui s'était blessé, etc. Donc vraiment, créer une start-up et diriger une start-up, c'est avoir des très très hauts et des très très bas. C'est un push d'adrénaline tous les jours. Moi, j'adore ça, j'en ai besoin. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt et ça, il faut vraiment le garder en tête. En tant que boîte intérim, vous gérez des êtres humains et pas des flux ni des stocks. Ouais. Qu'est-ce qui varie par rapport à une startup classique? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui beaucoup va plus impacter? Compliqué. Moi, j'ai lancé Capa et donc j'en suis partie depuis un an. C'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, moi, avec Capa, pendant 10 ans, j'ai bossé 7 jours sur 7. Je faisais à peu près entre 60 heures par semaine, les semaines cool, jusqu'à 90 heures par semaine. Pendant 10 ans, toutes les semaines. Ok ? Pourquoi ? Parce que quand un client appelle le vendredi soir en disant « Stéphanie, j'ai oublié de te dire, mais demain, en fait, on a eu un problème dans l'entrepôt, faut transvaser tout l'entrepôt depuis A jusqu'à B. Est-ce que tu peux me trouver 200 intérimaires qui vont commencer demain matin à 6 heures ?» Quand c'est votre boîte, vous allez chercher le chiffre d'affaires avec les dents, quoi. Et bien évidemment, on dit pas non à un client, jamais. Ça, c'est un de mes trucs, on dit jamais non à un client. Et donc, quand on traite de l'humain ou quand on traite du physique, en fait, il faut gérer les problèmes. Et les problèmes, ils sont beaucoup plus grands quand on a des hommes qui travaillent que quand on vend un logiciel. Et à la limite, s'il y a une panne sur un logiciel, le client, il appelle en disant « j'ai un problème sur le logiciel, il n'arrive pas à faire ça ». On est vendredi soir à 18h, on lui dit « ok, je prends note, je m'en occupe dès lundi matin 9h ». Puis pendant ce temps-là, on part en week-end. Quand on gère de l'humain, et en particulier dans le métier de l'intérim, qui est un métier merveilleux, en fait, en tout cas chez Capa et chez moi, le respect de l'humain est tellement fort que moi, j'ai encore des intérimaires qui m'appellent sur mon portable pour me dire « Stéphanie, j'ai eu est-ce que ma paye sera bien versée en temps et en heure, etc. » Alors je lui dis « Mais tu sais, je suis plus chez Capa maintenant. » Et il me dit « Non, mais j'ai ton téléphone, tu dois savoir et tout, c'est trop mignon, quoi. » Voilà, c'est de la relation, c'est... Et puis après, aussi, c'est des belles histoires. Je vous en raconte une parce que je pense que ça va faire marrer tout le monde. Moi, j'avais des clients et j'adore la vente. Et donc, il y a un client, il m'appelait, je lui avais dit que je connaissais bien la logistique, etc. Puis mon cofondateur avait commencé sa carrière dans la grande distribution, donc c'était un secteur qu'on aimait bien. Et donc, un jour, j'ai un client qui m'appelle, il me dit « Stéphanie, ça va ?» Je fais « Oui, et vous ?» Il me dit « Oui, c'est bien toi la reine de la logistique. » Je fais « Oui, c'est moi. » Il dit « Bon, écoute, je vais te raconter la blague, là. Là, ton intérimaire, soi-disant de la reine de la logistique, je lui ai demandé d'aller filmer une palette. Il est allé au vestiaire, il a pris son téléphone portable, il a tourné autour de la palette et il l'a pris en caméra. Alors que tu vois, il fallait la filmer en... Bon, voilà, c'est aussi des moments comme ça. En fait, c'est des moments de vie tout le temps, à 2000%. Et c'est ça qui fait que... moi, Capa, je suis très fière de l'avoir fondé. Je suis très fière que Adecco l'ait acheté. Et je suis très fière de cette aventure parce qu'en fait, au final, c'est une aventure humaine, quoi. Tu dis que tu adores la vente, ça se ressent, tu dis jamais non à un client. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil ? Parce que la vente, malgré tout, même si tu incarnes bien ta boîte et que tu as une bonne gestion de projet, que tu délivres bien, le côté sales est hyper important. Tout le monde n'est pas bon là-dessus. Comment on peut avoir un socle, en tout cas, pour s'améliorer? Est-ce que tu as quelque chose en tête sur une posture, sur une réflexion ? Par exemple, on dit jamais non. Est-ce que ça, c'est valable pour tous les secteurs, à tout le monde ?
que les gens qui nous écoutent puissent se dire, ok, très bien, Stéphanie, j'ai retenu qu'il fallait faire ça en vente. Alors, premier conseil, parce que ça a été ma plus grosse erreur dans ma carrière, c'est que j'ai découvert très tard que j'étais une bonne vendeuse. Alors pourtant, quand j'étais étudiante, pour me payer mes études, il fallait que je bosse. Donc j'ai bossé, j'étais vendeuse chez GoSport. J'étais vendeuse dans une librairie à Vitry-sur-Seine. Voilà, j'ai fait plein de petits jobs dans la vente. J'ai vendu des abonnements au Figaro par téléphone. Ça, c'était compliqué parce que voilà. Donc j'ai fait tous les métiers possibles, inimaginables pour me faire un peu d'argent. Et après, je me suis dit en fait, c'est un métier super dur. T'es pas bonne à ça. Et donc quand j'ai lancé Capa au début, j'ai recruté des commerciaux, puis un directeur commercial, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, ça n'allait pas toujours très bien. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais tellement exigeante que je comprenais pas que ça marche pas. Et en fait, j'ai complètement changé puisque il y a Laurent qui nous a rejoint dans la société, qui était l'ancien VP de Microsoft Europe, qui nous a rejoint dans la société. Il m'a dit, mais en fait, Stéphanie, tu le sais pas encore, mais je pense que tu es une super vendeuse. Et donc, ça a deux avantages quand on est fondateur d'une société d'être une super vendeuse. La première chose, c'est que quand vous allez au contact des clients, vous comprenez, comme vous connaissez toute votre boîte, vous connaissez vos équipes, vous connaissez votre produit, vous connaissez vos logiciels, vous connaissez vos data, vous connaissez votre pricing, vous connaissez tout par cœur, puisque au début, tout vient de vous. Le fait de voir les clients très très vite en tant que fondateur vous permet de savoir tout de suite si votre produit ou votre plateforme correspond à leurs attentes et d'adapter au fur et à mesure. Mais pas d'adapter par rapport à ce que vous pensez le matin où vous le vendez, d'adapter par rapport à ce que les gens qui doivent l'acheter attendent de votre service. Ça, c'est super important. Et puis, je crois fondamentalement que un fondateur, en fait, c'est super bien vendre sa boîte parce que c'est la clé. À un moment, si vous avez un service que vous n'arrivez pas à vendre, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc le meilleur conseil à tous les fondateurs de boîtes, c'est aller vendre et aller vendre très très vite. Parce qu'au début, vous allez vous prendre des râteaux dans la figure, sauf que ces râteaux-là, ils vont vous faire comprendre pourquoi le client n'achète pas. Il faut avoir le courage de dire, moi j'allais voir des clients en disant, mais attendez, je comprends pas, vous avez besoin de 100 intérimaires, pourquoi vous voulez pas travailler avec Capa ? Pourquoi vous voulez pas travailler avec moi ? Expliquez-moi là. Alors pour telle raison et telle raison, et après clac. Et soit bien sûr je lui répondais tout de suite et je négociais tout de suite avec lui, soit j'adaptais mon service, ma communication. Oui, puis parce que maintenant j'ai un pote dans la com. Ah mais écoute, regarde, c'est écrit là. Hein. Ouais, allez, on boit un coup. Mais ça te permet aussi de comprendre ce qui va pas dans ton offre ou ton produit, ça tu peux améliorer, mais ça permet aussi de comprendre s'il y a pas un sujet systémique qui te dit ok lui il bossera pas avec moi parce que non pas mon produit est pas bon, mais simplement il est en politique avec un autre et du coup il y a un jeu. Exactement. Ça va être se positionner. Et puis surtout d'avoir toutes les infos du marché quoi. Moi en temps réel j'avais les informations de qui avait gagné tel appel d'offres, à quel prix, etc. Donc, c'est important, ça aussi c'est un deuxième feedback du coup. Il y a le premier, c'est les fondateurs doivent se mettre à la vente ou en tout cas à la relation client en direct, et il y a aussi peut-être le deuxième de se dire demander les infos. Pourquoi on bosse pas ensemble ? Pourquoi vous achetez pas mes produits ? Par exemple, ce que je disais toujours à mes intérimaires qui allaient passer les entretiens d'embauche, parce que quelquefois l'intérimaire par exemple il est placé dans un entrepôt, bon il arrive, il a ses chaussures de sécurité, son gilet, hop il se met à bosser. Mais il y a pour certains postes, il y a aussi des entretiens d'embauche comme un recrutement classique de CDI. Et je disais toujours à mes intérimaires, si vous n'êtes pas retenu, posez la question. Pourquoi ? Parce qu'au moins, oui, la première fois, ça va faire mal. Mais au deuxième entretien, tu feras plus la même erreur. Et quand tu auras passé 10 entretiens, en fait, tu seras recruté partout parce que tu sauras exactement quels sont tes points bloquants vis-à-vis des recruteurs. Et donc, tu vas les travailler. Et après, ça va marcher à tous les coups. Aujourd'hui, tu m'as parlé d'IA, tu te diriges vers une nouvelle aventure. T'es au bord de la French Tech Grand Paris, tu es jury, c'est ça, jury sur M6, on dit jury à la mission Qui veut être mon associé avec le famoso Tony Parker. Tu nous en parles un peu ? C'est quoi pas de changement de carrière, mais ce petit move de côté en télé ? Alors, ça c'est une opportunité, c'est-à-dire que, moi d'abord je suis une fan de l'émission. Je trouve ça juste extraordinaire qu'en France, il y ait une émission en prime time qui parle d'entrepreneuriat, qui montre ce qu'est un investisseur, qui montre ce qu'est un entrepreneur, qui montre aussi les forces et les faiblesses de chacun. C'est une émission très, très émouvante, populaire, familiale. Et en fait, ce que je trouve, pour moi, ce qu'il y a derrière cette émission, c'est qu'en fait, ça insuffle l'esprit entrepreneurial dans la tête de tous les Français. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit entrepreneurial ? C'est-à-dire, tu prends en charge ta vie,
Hein, tu dépends plus, machin, t'arrêtes de te plaindre, t'es plus en train de dire ah ouais, non mais mon boulot, tu comprends, machin, bidule, etc. Bah ouais, tu te prends en main et tu dois résoudre tes problèmes tous les jours et avancer et créer de la valeur, etc. Donc je trouve ça incroyable que cette émission, elle fasse ça. Et en plus, elle réussit à le faire. Et donc, je suis une grande fan, j'ai regardé toutes les saisons. Et quand on m'a appelée pour me dire on vous a identifié, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà. Après, j'ai aussi passé un entretien d'embauche. J'ai pas été choisie comme ça, juste sur ma tête. En fait, je me suis dit, c'est trop cool parce que je vais pouvoir, en tout cas, je vais donner le meilleur de moi pour transmettre de l'expérience. Et puis aussi, peut-être mettre en valeur 2 sujets qui m'intéressent particulièrement à mon petit niveau. C'est les entrepreneurs de banlieue et les entrepreneurs femmes. Voilà, donc si je peux faire ces 2 objectifs-là qui sont un peu personnels, c'est-à-dire vraiment transmettre de l'expérience, expliquer aussi mes faiblesses, là où j'ai échoué, là où j'ai réussi, etc. Sur quand même une belle expérience, puisque moi, ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur. Eh bien, je me dis, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir le faire et j'espère pouvoir transmettre des jolies valeurs et des jolies envies et voilà, que ce soit cool, quoi. C'est intéressant ton retour sur le côté transmission qui est pas forcément là dès le départ chez tous les entrepreneurs, mais qu'on sent importante après, une fois qu'on a entre guillemets validé les choses, qu'on est arrivé là où on voulait. Je sens de plus en plus ce besoin, et je le retrouve avec toi, de transmettre des choses. Bah voilà ce que j'ai fait, voilà mon avis, voilà ma vision. Donc le fait que tu sois au membre French Tech, au board, et que tu sois aussi dans l'émission, je trouve que ça témoigne bien de cette envie-là. Elle est hyper importante, parce que comme tu dis, c'est comme ça qu'on va donner aussi envie aux gens de monter leur projet. Ça veut pas dire devenir milliardaire ou avoir des boîtes et 50 000 salariés, ça veut juste dire... Il y a de tout. Peut-être prendre des choses en main sur, comme tu l'as dit, sur sa vie, sur ses envies. J'ai envie de le faire, ok, essaye de le faire, on voit. Et je trouve ça assez intéressant et c'est bien de le rappeler aussi, parce que la transmission, ça passe par... la transmission est aussi le levier de prise de conscience pour tout le monde. Et en fait, pour le coup, tu fais bien la transition, parce que moi, j'ai décidé de lancer une nouvelle start-up, et je l'ai décidé principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on vit une révolution technologique là, qui est juste incroyable. Le monde est en train de switcher à 180 degrés, quoi. C'est un truc de dingue, ce qui se passe aujourd'hui, et qui va impacter tous les secteurs. Bon, on entend beaucoup parler en ce moment, par exemple, de la santé, où des algorithmes d'intelligence artificielle vont pouvoir lire des IRM, vont pouvoir faire des diagnostics d'AVC quasiment de façon beaucoup plus rapide. Alors j'en parle parce que moi, ma maman a fait un AVC et aujourd'hui elle est en fauteuil roulant à cause de ça. Mais si les secours avaient pu arriver beaucoup plus vite et le diagnostiquer beaucoup plus vite, aujourd'hui elle serait pas handicapée. On en parle dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines, alors nous on le faisait déjà chez Kappa parce qu'on a mis de l'IA, mais là l'IA puissance 10, maintenant on est à l'IA puissance 1000, mais on a mis de l'IA déjà chez Kappa, c'est-à-dire que les CV étaient lus de façon automatique par la machine, parce que quand on reçoit 2000, 3000, 4000 CV par jour, c'est pas vrai, un humain peut pas les lire de façon correcte, respectueuse, approfondie, éthique, etc. Donc en fait, l'intelligence artificielle va tout bouleverser, et en fait j'ai une envie de dingue de vivre ce moment-là. C'est un truc de malade. Moi, j'ai vécu en l'an 2000, fin des années 90, début des années 2000, le lancement d'Internet et qui a envahi après tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre l'arrivée de l'IA qui va vraiment tout envahir. Et la deuxième raison, c'est aussi transmettre, parce que je pense que j'ai tellement appris dans un secteur qui est le plus difficile, que je me dis aujourd'hui, lancer une start-up dans l'IA avec tout ce que j'ai appris, je vais faire moins d'erreurs. Et j'espère que l'aventure sera belle aussi. Ça repart du coup avec un bagage et des expériences. Justement, sur le côté un peu timing, on va essayer de retourner un peu en arrière. J'aime bien cette question parce qu'elle permet de se projeter, de prendre un peu de hauteur. Si tu devais rencontrer la Stéphanie d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce, lâche pas, ou attention à ça, prends du temps pour toi, ou à l'inverse, c'est maintenant que ça va péter, faut y aller. Qu'est-ce que tu dirais? Elle est top, cette question. Écoute, on l'a bossé à l'entraînement. Je lui dirais,
change rien, parce qu'en fait, c'est... Il y a 15 ans, quand je suis partie rejoindre une petite start-up à Hambourg, on était 7 au-dessus du McDo à Hambourg, en Allemagne, et qu'après, j'étais pas fondatrice, j'étais CEO, mais on a réussi à vendre la boîte au leader américain. Et après lancer Kappa, au moment où on me proposait des super jobs, super bien payés, dans des très belles boîtes, etc., j'ai fait des choix très engageants. Donc, je suis très fière d'être quelqu'un d'engagé et de courageux. C'est-à-dire que je pense que, après la curiosité, ma deuxième qualité, c'est que je suis extrêmement courageuse. Je lâche rien, je me bats sur tout. Voilà. Je lui dirais, travaille ton réseau. Aujourd'hui, c'est ultra facile de travailler son réseau. On a LinkedIn, on a tous les événements, par exemple, qu'organise la French Tech Grand Paris pour rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des grands patrons, etc., etc. Il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Et donc, j'étais peut-être un petit peu timide et peut-être un petit peu trop polie, même si j'avais ce courage-là, mais j'avais pas le courage d'être impoli ou de choquer les gens ou de faire ce genre de choses. Et comme moi, je venais de la cité, j'avais zéro réseau. C'est-à-dire qu'il a fallu que je monte sur mon CV, que je mette une autre adresse, parce que quand je mettais Vitry-sur-Seine, j'arrivais pas à avoir un stage, etc., etc. Donc, en fait, d'être un peu plus culotté sur la partie réseau. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour le faire, mais ne pas négliger cette partie-là, parce que mine de rien, moi je le vois aujourd'hui. J'ai un super avocat, j'ai un super expert comptable, j'ai un super gars sur les RP, etc. Là, la deuxième boîte, je vais faire avec les mêmes personnes, parce qu'en fait, quand on a créé cette relation de confiance et puis de travail ultra pro, bah, c'est du temps gagné. Quand on prend un avocat qui gagne pas les bons procès, les machins, les bidules et tout, ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Donc bien travailler son réseau, et bien travailler son réseau, ça veut dire savoir donner. Il faut savoir donner pour recevoir. Ça, c'est important. Et pas seulement aller chercher chez les autres, parce qu'au bout d'un moment, personne n'est dupe. Ça veut dire... et puis, ça veut dire, oui, être respectueux. Et ça veut dire être curieux aussi, parce que pour élargir son réseau, il faut être capable de parler de plein de sujets différents. Bien sûr. Donc, voilà, c'est le petit truc, je pense, que je dirais. Tu te dirais ça, alors? Ouais. Ok. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est dur? C'est une question toute simple, mais il faut qu'on te la pose, faut qu'on se pose un peu dessus. Est-ce que c'est dur c'est ultra dur. C'est ultra dur. Ultra dur. Parce qu'on voit beaucoup de contenu, il faut se lancer, il y a plein de formations, il y a plein d'écoles qui forment des masters entrepreneuriat, et ça n'a pas l'air dur. C'est ultra dur. Parce qu'en fait, d'abord, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai très peu d'amis aujourd'hui, parce que c'est compliqué quand vous lancez votre boîte. Même avant, quand j'étais à Hambourg, donc je dirigeais une start-up à Hambourg, je revenais à Paris pour le week-end. À Hambourg. Il fait froid à Hambourg. Hein. Il fait froid à Hambourg. Il fait froid, mais c'est très sympa. C'est une ville très très sympa. Et donc, quand vous arrivez le soir, votre avion il est en retard, donc le premier vendredi soir, vous dites bon, désolé, là je vais arriver, finalement il sera minuit, donc je vais peut-être pas, le dîner sera fini. Puis le vendredi d'après, vous avez une merde parce qu'il faut que vous partiez à Londres. Et puis le vendredi d'après, machin, les gens se lassent en fait. Quand ils ont pas la même vie que vous, on vit une vie très 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 spéciale. Extraordinaire, mais extraordinaire au sens où elle sort de l'ordinaire à tout point de vue. Donc, en quoi elle sort de l'ordinaire à tout point de vue? Elle sort de l'ordinaire à tout point de vue parce que c'est quand même cool d'être salarié. C'est quand même ultra cool d'être salarié. C'est-à-dire, déjà, vous n'avez pas cette charge mentale. Ce qu'il faut savoir quand vous êtes entrepreneur, c'est que vous allez penser à votre boîte 24 heures sur 24. Moi, je me réveille 8 fois par nuit, quoi. J'ai mon téléphone à côté, je prends des notes, etc. Parce que depuis que j'ai lancé Kappa, c'est ma vie, quoi. Donc, c'est ultra intense. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire tout le temps, vous allez voir. Par exemple, moi, je suis dans le métro, je regarde les pubs. Je regarde pas les pubs pour aller m'acheter des fringues, quoi. Je regarde les pubs pour voir, comment telle boîte d'assurance digitale est en train de communiquer. Tiens, marrant, je connaissais pas cette boîte, machin, etc. Donc, en fait, tout mon univers tourne autour de ma boîte. Pourquoi? Parce que je veux tellement qu'elle réussisse il faut que... D'où le besoin d'être passionné aussi et de trouver quelque chose qui nous plaît. C'est mieux quand c'est possible. Mais donc, c'est cool quand on est salarié. Quand on est salarié, on a sa salaire à la fin du mois.
Quand vous êtes patron d'entreprise, vous vérifiez tous les jours que vous avez bien l'argent sur le compte pour payer les salaires à la fin du mois. Vous voyez, c'est pas pareil. Le week-end, quand vous êtes salarié, je prends toujours cet exemple, mais un pilote d'avion d'Air France, il arrive à Roissy, ok, son vol s'est bien passé, il remplit sa petite checklist, il ferme la porte de l'avion, il est en congé pendant une semaine pour récupérer, etc. Il va pas penser à son avion. Quand vous êtes entrepreneur, vous descendez de l'avion parce que vous rentrez d'un rendez-vous à Marseille. Là, vous allez bosser tout le week-end. Donc, en fait, c'est très intense, c'est très dur, c'est très solitaire aussi, parce que tout le monde comprend pas vos problèmes. Puis, au bout d'un moment, parce que vous avez des problèmes tous les jours, c'est chiant. Mais le point positif, parce que je vais pas démoraliser tout le monde. Non, mais la question, c'est dur. Tu m'as répondu oui, mais du coup, maintenant, pourquoi on entreprend? Pourquoi toi, t'as entrepris? Pour la première raison, c'est parce que quand on entreprend, on peut vraiment changer le monde. Je sais que cette phrase, elle a été ultra galvaudée, mais on peut vraiment changer le monde, quoi. Là, ce qui se passe avec l'IA, c'est le monde est en train de changer. Et moi, je suis persuadée pour du mieux, pour tout le monde. Donc ça, c'est génial. Moi, très perso, pour l'adrénaline, quoi. C'est-à-dire, ça te met un shoot d'adrénaline en permanence. Donc, t'as pas l'impression de vivre à 100%, t'as l'impression de vivre à 500%. Et puis, troisièmement, c'est une aventure... et intellectuelle et humaine incroyable. Là, par exemple, l'IA, moi, tu vois, tous les jours, je vais voir des startups, alors plutôt US en ce moment, parce qu'aux US, ils ont quasiment 1 an d'avance sur la France, hein. Mais quand tu regardes les nouveaux business models qui arrivent, les nouveaux services, etc., mais punaise, ça foisonne, tu vois, ça foisonne dans ta tête, dans ton cœur et dans ton ventre. Et en fait, voilà. Bon, moi, j'aime le business, je trouve ça passionnant, dans le bon sens du terme. Mais c'est pour toute cette raison-là, quoi. Et je crois, au final, tout ça, c'est de dire vraiment, je vis pas à 100%, mais je vis à 500%. Est-ce que, là, tu nous as dit qu'il y avait un intérêt, évidemment, pour toi, pour le côté adrénaline, et ça te convenait, ça te plaisait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de, tu as dit que c'était dur, hein, que les choses qui ont de la valeur et qui apportent des choses positives, elles sont dures à obtenir. Est-ce qu'il y a pas aussi dans l'entrepreneuriat ce retour un peu à ce concept un peu de base, de dire que des choses qui ont de la valeur, qui sont importantes, qui sont belles et pleines, mettent un peu plus de temps et sont un peu plus demandeuses d'énergie, de dispo. Est-ce que quand t'es entrepreneur, t'as un peu ça en tête? T'as conscience que ces choses-là, c'est des sacrifices, mais elles sont belles? Je dirais pas ça, parce qu'après, je pense que chaque personne va trouver ce côté-là là où elle le veut, quoi. Les sportifs, ils vont le trouver dans le sport. Alors, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais bon... des familles dans leurs enfants et la relation qu'elles arrivent à construire. Je dirais pas ça. Je dirais que on est dans un pays quand même qui est ultra avantagé, ultra sécurisé, et j'ai juste envie de dire qu'on en profite tous à notre niveau pour vivre des belles vies et être positif, quoi. Tu vois, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que si tout le monde... Tu sais, il y a des trucs un peu sur Insta, tu sais, des vidéos, on dit le soir avant de te coucher, réfléchis au truc dans la journée qui t'a fait kiffer. En fait, si tous les Français faisaient ça, je peux dire que on aurait une communication, c'est parce que j'ai un pote dans la com, hein, mais on aurait une communication qui serait très cool. Parce qu'en fait, si on pense juste tous à un truc cool qui nous est arrivé dans la vie, dans cette journée-là, ça nous change d'état d'esprit. Donc... moi je dis oui, c'est dur parce que je pense que les sacrifices sont élevés, il faut beaucoup travailler, il y a quand même très peu de startups qui réussissent à grossir et à devenir scale-up alors que tout est basique et que tu travailles pas beaucoup, quoi. Moi j'en ai pas rencontré beaucoup. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, non, c'était très bien, c'était très clair. Sur le côté conseil, tu m'en as donné déjà plusieurs, mais est-ce qu'on peut avoir un don? On a eu des doux de ta part, des conseils, des petits tips. Est-ce qu'on peut avoir un élément à absolument éviter ou un état d'esprit à absolument pas avoir quand on veut monter son projet ou quand on l'a déjà monté et qu'il faut l'accélérer? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Moi, ma devise chez Kappa, et même pour la future boîte, parce que c'est marrant, je le répétais tout le temps, donc tous les collaborateurs, ils me disaient « Ah, Steph, machin ». J'avais deux trucs qui les faisaient marrer, mais que je répétais souvent. Je leur disais « Les gars, vous avez pas fait Verdun, quoi ». C'est-à-dire que moi, quand je vois des jeunes qui ont 25 ans, qui sont fatigués au bout de 3 mois, je leur dis « Les gars, quoi, non, t'es pas fatigué, tu vis la meilleure time de ta life, là. T'as un super job dans un univers incroyable, c'est toi qui l'as choisi, machin, t'as pas fait Verdun ».
Donc, c'est vrai que c'est d'être pessimiste. Faut essayer de garder cette couche d'optimisme tout le temps, d'aller chercher le positif, l'optimisme. C'est pas toujours facile, et donc c'est vraiment, tu vois, faut se forcer à le faire. Et puis, mon deuxième truc, c'était on lâche rien. C'est-à-dire, quelquefois, c'était non, mais attends, tu vois, je viens de recevoir l'appel d'offres, là, ils nous avaient oubliés dans la liste, et en fait, ça rentre demain à midi. Bah, c'est pas grave, qu'on y va, les gars. Et là, il est 16h, on va se le faire, l'appel d'offres pour demain midi, là. Et on va respecter les deadlines et on va concourir. Donc, en fait, on lâche rien. Parce que je pense que ça va un peu ensemble, mais le fait de rester hargneux sur tous les sujets, bah, fait qu'à un moment, ça tombe. C'est pas possible autrement, quoi. Tu te provoques la chance, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui disent la chance, oui, c'est de la chance, mais on peut provoquer un peu la chance, en tout cas se donner des feux verts. Et de toute façon, on dit souvent dans la vente, c'est mathématique. Hein. Tu réponds à un appel d'offres, voilà, tu réponds à 10, t'es sûr au moins d'en gagner un. Donc, si tu réponds qu'à un parce que t'es fatigué, ou parce que ça te saoule, ou parce que machin, bon bah ok. Mais si t'en réponds à 10, t'es quasiment sûr d'en gagner un. Donc, en fait, c'est comme ça. Moi, si tu veux... moi, j'avais des clients qui m'appelaient le vendredi, on éteignait à une bière, il était 21h, j'avais un client qui m'appelait le samedi, le dimanche, je répondais toujours, quoi. Toujours. Mais parce qu'à un moment, petit à petit, etc., ça paye, quoi. Ça, tu vois, c'est... Voilà. Donc, c'était vraiment mes deux trucs. C'était... Ouais. Résilience, il peut convenir ce mot ou pas sur, pour nous, tout à fait. Hein. Nous, l'histoire, chez Kappa, elle a duré 10 ans. Je sais pas combien. Mais c'est ce que je te disais, avec des très hauts, des très bas. En fait, le mot résilience, pour moi, il résonne d'une façon un peu particulière. C'est que j'ai toujours eu cette image en tête, c'est que quand tu lances une boîte, finalement, tu sais pas si tu as la bonne idée ou la mauvaise. C'est pas vrai. Parce que tu peux très bien marcher les 3 premières années et puis faire une levée de fonds à 400 millions. Et puis tout d'un coup, il y a l'IA qui arrive et le sujet sur lequel t'es le machin, il vaut plus rien. C'est chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chaud. Et moi, en fait, l'image que j'avais toujours en tête perso, c'était de me dire, ok, Steph, t'es sur un pont. Tu sais, un peu comme une jetée sur la mer. Alors là, la jetée, elle donne pas dans l'eau, elle donne sur une autre rive. T'es entre deux rives, t'as un pont, et tu sais pas où t'es sur ce pont. Tu sais pas si t'en es qu'au début. Et quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut pivoter, ou il faut peut-être même arrêter. Il y a des gens qui arrêtent, mais c'est pas grave, parce que il y a plein d'éléments de contexte extérieur qui font que t'es plus sur le bon sujet, t'es pas, etc. Ou tu sais pas si t'es là. Et en fait, le fait de pas savoir où tu te situes par rapport à tes objectifs, c'est chaud, quoi. Et là, il faut avoir une résilience de tous les matins. D'abord, tu te couches le soir, donc avec les problèmes, les trucs qui t'en la tête, tu te réveilles 10 fois dans la nuit parce que t'es stressé, parce que tu te dis, punaise, demain matin, il faut que je me lève à 5 heures pour terminer l'appel d'offres, parce que machin, etc. Et en même temps, il faut que tu arrives et que tu aies de l'énergie à donner à tes clients, à tes collaborateurs, pour que tout ça, ça continue d'avancer, quoi. Donc, le mot résilient, il fonctionne. Ouais. Par contre, il faut dormir. Moi, je suis en train de faire l'expérience de... Moi, non, on est d'accord. Je suis en train de faire l'expérience un petit peu de remplir un peu sur des heures de sommeil complètes, parce que tu sais, tout le monde n'est pas à égalité là-dessus, et moi, j'y suis pas. Donc, j'avais mes 6-7 classiques, tu vois, il m'en faut une de plus, tu vois. Donc, j'essaye de me mettre. Et au final, c'est aussi un truc à prendre en compte sur le côté améliore aussi ton sommeil, parce qu'en vrai... Il y a un vrai côté. Je lui place ça là, hein, c'est pas pour répondre, mais c'est simplement qu'effectivement, il y en a beaucoup qui pensent que je me couche tard. Non, mais si t'avances pas. En fait. Tu peux te coucher à 1 heure, si ça avance pas, il va rien se passer. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que quand on a créé la société avec Olivier, on s'est dit un truc, mais clé, tu vois, mais qui a été notre fil rouge aussi. On s'est dit, un entrepreneur, en tout cas par rapport à nous, nos ambitions, hein, on est comme un sprinter, mais on va courir un marathon. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on court, le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais en fait, le 100 mètres, il peut durer 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, machin, tu sais pas. Et donc, on s'était dit dès le début, dans la mesure du possible, parce que là aussi, tu choisis pas, mais faire attention. Donc, on faisait attention à ce qu'on mangeait. Ouais. Tu vois, pour pas faire n'importe quoi, on faisait attention. Même si quelquefois, t'as envie de sortir pour te vider la tête, tu peux pas faire ça tous les soirs. Tu fais bien de le dire. On faisait attention à dormir, donc voilà. Alors après, comme tu dis, ça se... mais vraiment, alors même si ça va te faire marrer, parce qu'on disait, on est un sprinter, on va courir un marathon, et donc on essaie de prendre soin de notre corps et de notre esprit comme ça, pour rester tout le temps, tu vois, le plus sharp possible, et le plus intellectuellement en alerte.
Puis après, il faut avoir d'énergie parce que tu... Ah non, mais on vit dans notre corps, en fait. C'est hyper important que tu parles de ça parce qu'on peut avoir très vite des grosses pensées un peu philosophiques. Ah, le corps, l'esprit, non, c'est une réalité. On vit dans notre corps, il faut qu'il soit en bonne santé si on veut mener nos projets, en fait. Exactement. Et il n'y a pas de « Ah, je prends un café, ça roule ». Tu peux tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Très bien, à un moment donné, ça va lâcher. Donc il faut que le corps il soit prêt et ça passe, comme tu dis, par bien manger. Ça paraît bête, mais c'est ça. Et du coup, moi, les gens, les mecs ou les filles qui montent des projets qui cartonnent, bah paradoxalement, ils sont tous en train... Enfin, non, c'est pas paradoxalement, mais tu les vois, ils sont tous en train de faire du sport et d'avoir des moments dédiés ou en train de manger correctement. Ils ont leur routine. Bon, c'est pas facile à tenir. Mais on vit dans notre corps et c'est pas juste une maison un peu poussiéreuse qu'on lave de temps en temps. On est dans tous les jours. Et puis après aussi, ça sert beaucoup à évacuer le stress parce que, tu vois, par exemple, tu perds un gros client, ça arrive à tout le monde, c'est compliqué à gérer. En même temps, il faut que tu gardes la face vis-à-vis de tes équipes parce que, tu vois, faut... alors, nous, chez Kappa, on avait, par exemple, décidé de vachement communiquer de façon transparente, donc de communiquer les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Mais par exemple, tu te rends compte qu'il y a des collaborateurs qui sont des très bons collaborateurs, mais qui ne sont pas capables d'encaisser les mauvaises nouvelles. Donc après, comment tu gères ça quand tu as une équipe qui grossit, avec des personnalités différentes, etc. Et donc, bah, souvent, la seule solution, c'est de prendre sur toi, mais tu n'y arrives pas toujours. Tu n'y arrives pas toujours parce que il y a des moments où tu te prends des 4G, je sais pas si c'est des 4 ou des 8 ou des 12 dans la figure, mais comme ça, quoi. T'es comme ça, t'es collé comme ça, et tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et pourtant, au même moment, ton téléphone sonne, c'est un client, tu mets tout ça de côté, mais de façon instantanée. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça se passe bien, etc. Et tu prends ta petite voix, machin, alors que toi, tu te prends des 8G parce que t'as des problèmes très, très compliqués à résoudre. J'ai retenu client first, s'il faut parler anglais. J'ai compris que la vente faisait partie de tes points forts et qu'il ne faut pas négliger quand on est fondateur d'une boîte. J'ai une dernière question pour terminer cet épisode, Stéphanie, c'est la notion de charbonner. J'aimerais que tu donnes ta définition d'aller au charbon. Bon, ça nous correspond bien et ça me correspond bien. Et je te dirais, bah, ma définition, c'est on lâche rien, jamais. Pas plus. Non, parce que ça veut tout dire. Et puis ceux qui ont travaillé avec moi sauront exactement ce que ça veut dire. Donc ça fait un petit clin d'œil et je les embrasse tous d'ailleurs. Ça me parle et je pense que ça parle à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi aujourd'hui sur YouTube. Stéphanie, je suis ravi d'avoir pris le temps d'échanger avec toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Oh, c'était trop court. C'est trop court. On va se revoir. Mais c'était très cool. Écoute, je suis ravi. Franchement, on a passé un bon moment ensemble. Je pense que les gens aussi, et ils pourront témoigner en commentaire. Évidemment, on vous invite à le faire. Merci Stéphanie. On te retrouve très très vite sur M6, a priori. Ouais. Et on suit les aventures aussi French Tech Grand Paris, puisqu'ils sont partenaires de cette nouvelle saison de Charbon avec French Tech Est. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi. Et moi, je dis à très bientôt. Merci beaucoup.